Merci d'être avec nous, Agnès Canayer, de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Élue de la Seine-Maritime, apparentée au groupe Les Républicains, vice-présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. On va bien sûr longuement parler du Congrès des maires, des finances, des collectivités. Mais d'abord un mot sur ce débat entre les trois candidats. On en a vu les temps forts hier, un seul débat entre les trois candidats à la présidence des Républicains. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était un débat de bonne tenue, selon vous? Oui, effectivement, ce débat s'est plutôt bien déroulé. Je pense que chacun a pu exprimer clairement ses idées. Moi, j'ai toujours une question de fond, c'est quelle nécessité de faire un débat comme ça sur une chaîne publique qui concerne l'organisation interne d'un parti politique. Je pense que ces débats, il intéresse avant tout les militants, puisque seuls eux peuvent désigner le futur président du parti. Voilà. C'est pas une bonne chose d'afficher les divergences comme ça sur la place publique, parce qu'il y a quand même eu des divergences de ligne entre les trois candidats. Bien sûr, c'est plutôt sain qu'il y ait des divergences. Je pense qu'un parti n'a pas intérêt à être monocorde. Il faut véritablement que puissent s'exprimer différentes sensibilités dès lors qu'on est d'accord sur la base, sur les fondements, sur les valeurs. Maintenant, effectivement, je pense que avant tout, cela aurait dû se dérouler devant les militants, et je pense que ça n'a pas intéressé nombre de Français. Vous ne voterez pas, puisque vous avez quitté les Républicains. Si vous deviez voter, vous voteriez pour qui? Bon, écoutez, je ne vote pas, donc je ne vais pas vous dire, mais c'est vrai que j'ai plutôt un candidat de cœur, c'est celui que je connais le plus et avec qui je travaille le plus au quotidien. Bruno Retailleau, on imagine. Il y a eu des divergences sur les retraites, sur la question de l'IVG, sur la question des éoliennes. On a vu sur ce vote au Sénat. Est-ce qu'après ça, le rassemblement vous semble encore possible? Oui, parce que je vous disais, dans un parti, on peut avoir des dissensions. Effectivement, sur la question de l'IVG, sur la question des éoliennes, on voit que la position du Sénat, c'est souvent une position qui est empreinte à la fois de bon sens, qui est moins sous la pression politique, qui correspond plus généralement à des arguments soit juridiques, soit techniques, soit d'application, je vous disais, pragmatique. Donc voilà, on a une vision qui souvent ou parfois diverge de celle notamment des députés qui sont plus enclins à la pression politique. Vous êtes proche d'Édouard Philippe, vous êtes conseillère municipale dans sa ville du Havre. On a vu hier 3 lignes de droite affirmées. Est-ce que c'est une situation qui peut profiter à Édouard Philippe? Écoutez, je ne sais pas, Édouard Philippe s'affirme aussi et est un homme de droite. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de sujets Autant que les trois candidats? Ou est-ce qu'il y a un espace plus sûr. Non, il y a des divergences, bien évidemment, parce qu'on a vu quand même que, et c'est un peu la difficulté de cet exercice, c'est qu'on a une tendance à la droitisation et à tirer très à droite. C'est pour ça que moi, je ne suis plus dans le Parti des Républicains, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus maligne, en revendiquant très clairement d'être une femme de droite. Édouard Philippe, il y a des sujets sur lesquels il est d'accord, voire il va plus loin, je pense notamment à la question des retraites. Après, il y a d'autres sujets sur lesquels, manifestement, ce n'est pas sa ligne. Et très clairement pas sa ligne. Donc, il y a des espaces qui sont bien différents. Il sera au Congrès des maires aujourd'hui, on va en parler, Édouard Philippe. Il sera seulement en tant que maire du Havre ou un peu pour préparer le terrain avec les élus locaux en vue de 2027 ? Il sera évidemment en tant qu'Édouard Philippe, en tant que maire du Havre, parce qu'il a une vraie connaissance du terrain et une vraie légitimité. Le Havre, c'est une ville qui bouge, qui a des projets, qui met en place énormément d'actions et il sait particulièrement, en tant que maire du Havre, ce que c'est que gérer une collectivité locale. Après, il est ancien Premier ministre. Aussi en tant que président de parti et en tant que probable futur candidat à la présidentielle. Et il est président de parti, il est ancien Premier ministre. C'est un homme et un seul homme, donc il y va en tant que tel. Emmanuel Macron, lui, n'ira pas, il ne prononcera pas de discours, en tout cas, devant les maires. Il se rendra au Salon des maires, c'est-à-dire juste à côté du Congrès. Est-ce que vous regrettez cette absence de discours d'Emmanuel Macron ? C'est étonnant, alors je sais pas, je pense que ça fait partie de ces nouvelles méthodes aujourd'hui pour faire de la politique. Je pense qu'un président de la République doit incarner une politique et doit expliquer sa politique. Et que son rôle, c'est de la présenter. Il a là une tribune avec le Congrès des maires idéal, mais je pense que c'est un exercice dans lequel il n'est absolument pas à l'aise et qu'il préfère aller directement sur le terrain. Alors je ne sais pas très bien ce que ça va lui montrer. Je ne suis pas sûr qu'il verra autant de maires que ça dans les allées du palais des congrès. Je trouve effectivement cette méthode un peu étonnante. David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, demande une grande loi de décentralisation. Est-ce que vous soutenez cette demande ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de redonner du souffle aux initiatives locales. On voit aujourd'hui, et Gérard Larcher le défend depuis de nombreuses années, le Sénat a fait de nombreuses propositions, les fameuses 50 propositions. Il y a un groupe décentralisation qui travaille encore sur ces questions-là pour approfondir le sujet.
On a besoin d'un nouveau souffle, on a besoin de redonner de l'espace. On voit que les maires sont trop soumis à la contrainte, à la norme, à la règle, à des politiques qui sont très descendantes. Je pense que cette nouvelle loi de décentralisation, elle est essentielle et elle ne pourra pas se faire sans plus de déconcentration aussi aujourd'hui, plus d'initiatives locales, même au sein des préfectures et des sous-préfectures. Il y a une question qui inquiète les maires. On va parler de la question des finances dans quelques instants, mais c'est la question de la sécurité. Il y a une enquête du Cevipof pour Le Monde qui montre que 63% des élus déclarent avoir été victimes d'actes d'incivilité. C'était 53% il y a quelques mois. Est-ce que vous demandez plus de sanctions pour les agresseurs d'élus ? Plus de sanctions, mais surtout plus de réactivité. Effectivement, cela augmente. C'est lié aussi au désengagement des citoyens vis-à-vis de la puissance publique, l'absentéisme lors des élections, tout ce fossé qui se crée. Moi, je pense qu'une des réponses, mais elle n'est pas propre aux élus, mais elle est particulièrement vraie pour les élus qui endossent des responsabilités, c'est que la justice soit réactive, c'est que la justice prononce des peines sévères, qu'elle le fasse savoir et qu'elle informe les maires surtout des suites qui sont données. Donc le problème, c'est pas la loi, c'est leur exécution, c'est son exécution. Je pense que le problème, c'est avant tout l'exécution aujourd'hui, avec toutes les difficultés que rencontre le monde judiciaire. Des maires qui sont inquiets pour leur marge de manœuvre, évidemment, les finances de leur commune. Ils en appellent au Sénat qui poursuit l'examen du budget. On va voir les temps forts de ces dernières heures de séance avec Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Agnès Canaillet. Bonjour. Alex, on va bien sûr parler des finances des collectivités. Il en a été question ces dernières heures au Sénat. Mais d'abord, le Sénat a rendu hommage hier à l'agent des finances publiques qui a été tué lors d'un contrôle fiscal dans le Pas-de-Calais. Et oui, Gabriel Attal, le ministre en charge des comptes publics, l'a annoncé hier soir aux sénateurs. Il a interrompu les débats pour évoquer ce drame. Vous me permettrez de dire que ce soir, le service public, il a le visage de ce chef de brigade, tué alors qu'il accomplissait sa mission, sa passion, au service du bien commun. Et donc l'hémicycle du Sénat a observé hier un moment de recueillement en la mémoire de cet agent. Agnès Canaillet, ce drame, est-ce que c'est l'illustration une nouvelle fois des violences qui augmentent contre les personnes dépositaires de l'autorité publique ? Oui, ça va de pair avec le sujet précédent. D'abord, je voudrais avoir une pensée, évidemment, pour cet agent de la fonction publique et pour sa famille endeuillée dans cet accident terrible. Oui, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui qu'il n'y a plus de barrière et que même quand on est représentant de l'État en mission de service public, il n'y a pas de respect plus comme ceux qui endossent des responsabilités politiques. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est une dérive de notre société, malheureusement. On parlait de la question des finances publiques, des inquiétudes des élus locaux. Il en a été question hier lors du débat budgétaire, Alex, avec un point de tension, c'est la suppression de la CVAE qui est souhaitée par le gouvernement. D'abord, qu'est-ce que la CVAE ? Alors, la CVAE, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. C'est un impôt sur les entreprises qui est perçu par les collectivités, notamment les départements et les intercommunalités. Un impôt qui leur rapporte 8 milliards d'euros chaque année. Et pour renforcer la compétitivité des entreprises, eh bien, le gouvernement souhaite supprimer cet impôt. Alors, ça fait une perte fiscale pour les collectivités qui sera compensée par une fraction de TVA, annonce le gouvernement. Mais beaucoup de sénateurs, notamment à gauche, sont contre la suppression de cet impôt. Écoutez, Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat. Il n'est pas question pour nous, monsieur le ministre, en tant que groupe socialiste, écologiste, républicain, que nous acceptions que l'impôt payé par des entreprises soit transféré finalement à tous les Français qui devront contribuer au travers de la TVA au financement des collectivités territoriales. Donc c'est une situation qui est totalement injuste. Alors, dans ce débat, les sénateurs, les républicains de la majorité sénatoriale souhaitaient reporter d'un an, en 2024, la suppression de cet impôt sur les entreprises. Mais au final, coup de théâtre dans ce débat, puisqu'une majorité de sénateurs de gauche, alliés à des sénateurs centristes, ont carrément annulé la suppression de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les sénateurs, les républicains, qui d'habitude sont majoritaires au Sénat avec leurs alliés centristes, eh bien, ils se sont trouvés en minorité. Alors, on le rappelle, le gouvernement pourra revenir sur cette annulation pour rétablir sa réforme à l'Assemblée nationale, notamment en utilisant le 49.3. Agnès Canaillet, le fait que le Sénat annule la suppression de cet impôt sur les entreprises, c'est une mauvaise nouvelle pour l'économie ?
Oui, je pense que c'est une mauvaise nouvelle. Moi, je suis particulièrement favorable, et mon groupe aussi, à la suppression des impôts de production qui grèvent la compétitivité des entreprises françaises. On l'a vu notamment, et on le voit particulièrement dans le contexte économique difficile que nous connaissons aujourd'hui. Je pense que c'est un mauvais signe. Néanmoins, on voit bien que cette réforme de la CVAE, elle n'est pas tout à fait affinée, elle n'est pas tout à fait prête, parce que évidemment, ça impose une compensation pour être sûr que les collectivités territoriales bénéficient des mêmes ressources. Et aujourd'hui, le dispositif de compensation via une part de la TVA n'est pas tout à fait clair. Et c'est cela que pointent les sénateurs. On aurait préféré le report d'1 an pour pouvoir avoir le temps de vraiment préparer cette réforme et éviter un peu les secousses qu'on avait eues avec la taxe d'habitation pour ce qui concerne cette réforme de la CVAE que nous appelons quand même de nos voeux. Justement, est-ce que vous diriez que les réformes de fiscalité locale du gouvernement, à savoir, vous le disiez, la suppression de la taxe d'habitation dans le premier quinquennat, la suppression de cet impôt de production, est-ce que ça fragilise les finances de nos élus locaux, des collectivités territoriales ? Ça fragilise au sens, pas tellement en tant que montant, parce que l'État s'est engagé à chaque fois à assurer une compensation à l'euro près, même si on sait toujours que ces compensations, elles sont valables les premières années et qu'on n'a pas de visibilité au fil du temps. Mais ça crée quand même une difficulté majeure pour aujourd'hui, qui est relative à l'autonomie des collectivités locales, puisque les collectivités locales, du coup, n'ont plus la main sur la détermination du montant de l'impôt. Elles dépendent de la volonté de l'État. On parlait tout à l'heure de la nécessité d'avoir un nouveau choc de décentralisation qui me paraît aujourd'hui essentiel pour renforcer cette autonomie des collectivités locales, donner plus de place à l'initiative. Ça passe avant tout par la maîtrise et l'autonomie financière. La question aussi, c'est les divergences, parce que là, ce qui s'est passé, c'est que c'est les centristes qui ont mis les Républicains en minorité en disant « nous, on est du côté des collectivités ». Comment vous réagissez à ça ? Oui, alors effectivement, mais la majorité au Sénat, elle n'est pas composée uniquement des Républicains. Elle est l'addition de 2 groupes qui ont des sensibilités différentes. Dans ce dossier de la CVAE, c'est vrai qu'il y a 2 intérêts en balance, celui des entreprises et celui des collectivités locales. Comme toujours, ça dépend de quel côté on fait pencher la balance. Et aujourd'hui, c'est pas très clair. Nous, on préférait reporter d'1 an pour affiner et permettre d'y voir clair. Les centristes ont préféré, eux, verrouiller et refuser ce report et cette annulation de la CVAE. Sur la hausse des prix de l'énergie, parce que ça aussi c'est une inquiétude évidemment des maires et des élus locaux. Alors le gouvernement promet un amortisseur électricité. Est-ce que c'est suffisant pour vous ? Non, c'est vrai que c'est essentiel déjà parce que les collectivités locales vont subir, comme tous les Français, ce coût de l'énergie. 77% des élus se disent préoccupés par la hausse des prix de l'énergie. Notamment pour les petites collectivités locales qui ont des budgets sur lesquels il n'y a pas de marge de manœuvre. Quand vous avez des marges de manœuvre, vous pouvez reporter un investissement, faire plus de sobriété, etc. Quand vous avez des petits budgets, donc des peu d'équipements, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc on voit bien que la facture, elle va être terrible et elle va peser directement sur les budgets. Aujourd'hui, il y a différentes mesures, notamment le fameux filet de sécurité, mais là aussi, on n'y voit pas très clair. On a eu le filet de sécurité dans le PLFR, mais qui a été sous-taillé ou mal taillé. On nous disait aujourd'hui que ça devait toucher 22 000 communes. Au final, ce n'est plus que 9 000 communes. Dans le projet de loi de finances, le gouvernement a essayé de modifier, mais aujourd'hui, rien n'est encore extrêmement clair. Je pense que c'est des débats qui vont être forts au Sénat, parce qu'on a vraiment besoin de visibilité. Et les communes... Il y a un problème de clarification. Il y a un problème vraiment de clarification, et les maires ont besoin d'être rassurés. Pour engager des projets, il faut savoir où vous allez. Il faut savoir les finances dont vous avez besoin. Parce que je rappelle quand même que les finances locales, qui représentent 75% de l'investissement public, elles sont obligées d'avoir un budget à l'équilibre. Ce n'est pas le cas de l'État. Donc les maires, pour engager les dépenses, doivent savoir où ils vont. Donc il y a besoin de clarification. Alex, il y a eu un autre vote important hier au Sénat, c'est la baisse de la TVA sur les transports en commun. Et oui, le Sénat a baissé de 10% à 5,5% la TVA sur tous les transports en commun, sauf les TGV qui sont mis en concurrence. Une baisse de TVA qui va profiter à la fois aux usagers pour faire face à la hausse des prix du train qui s'annonce, mais également aux collectivités locales, notamment les régions qui sont autorités organisatrices de transport. Cette proposition de baisser la TVA sur le transport en commun, elle vient de la droite et du sénateur Philippe Tabarot. Si nous n'agissons pas rapidement, l'offre de transport en commun dans notre pays va chuter brutalement et les tarifs vont exploser pour les usagers. Nous serons ainsi à contre-courant face aux enjeux climatiques qui nous attendent.
Et puis dans ce débat sur la fiscalité écologique des transports, la gauche et quelques sénateurs centristes, là encore, souhaitaient taxer les jets privés et les yachts. Une mauvaise idée pour le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal. Moi, je préfère qu'on dépense de l'argent pour investir dans l'avion bas carbone, dans des navires qui polluent moins, même avec des amendements avec lesquels j'étais pas totalement en accord tout à l'heure, plutôt que de créer des taxes à faible rendement, où c'est super, on va recruter plein de fonctionnaires pour des taxes qui rapporteront pas grand-chose pour les calculer et les recouvrer, qui ne changeront absolument rien en pratique que vous évoquez. Au final, une majorité de sénateurs autour des sénateurs Les Républicains ont réussi à rejeter cette idée d'une taxe sur les yachts et les jets privés. Et il y a un débat qui avait animé le Sénat ce week-end, c'est la taxe sur les superprofits. Et oui, ce week-end, un amendement dans ce débat au Sénat prévoyait une taxe de 33% sur les superprofits des entreprises, c'est-à-dire sur les bénéfices supérieurs à 10 millions d'euros. Une mesure défendue par la gauche, mais là encore, une mesure défendue par les sénateurs centristes. Écoutez le président du groupe centriste au Sénat, Hervé Marseille. Le problème, il est politique. Est-ce qu'on considère qu'il y a des profits exceptionnels à un moment donné? Oui, puisqu'on les taxe même au niveau européen. Donc, qu'ils soient nationaux ou européens, c'est qu'on les reconnaît. Mais on préfère se planquer derrière les Allemands, derrière les autres, qui, eux, dès le mois de juillet, ont organisé des contributions nationales. Les Espagnols, les Italiens de M. Draghi, Boris Johnson en Angleterre, à ma connaissance, ce n'est pas des marxistes-léninistes. Et la majorité du Sénat encore divisée sur cette question, mais au final sur la taxe sur les superprofits, ce sont les Républicains qui ont eu le dernier mot, puisqu'une majorité de sénateurs s'est opposée à cette taxe, tout comme le gouvernement qui défend une contribution européenne sur les superprofits, une contribution européenne qui devrait rapporter 11 milliards d'euros selon Gabriel Attal. Agnès Canayer, les centristes, les sénateurs de gauche étaient pour cette taxe nationale sur les superprofits. Ça peut être quand même une mesure de justice en ce moment. Oui, mais il faut toujours regarder aussi entre le symbole, et Hervé Marseille l'a clairement dit que c'était une position symbolique, et les effets réels sur ces super profits. Moi, je suis plutôt favorable, non pas à une taxation, mais à qu'on mette en place des pressions sur les entreprises qui font des bénéfices records pour qu'il y ait du réinvestissement. C'est ce qui s'est fait avec la CMA-CGM, je connais particulièrement bien au Havre, sur une zone portuaire, qui a réinvesti, Rodolphe Saadé s'est engagé pour réinvestir dans l'investissement pour avoir des navires plus propres. Idem chez Total. Je pense que c'est une meilleure solution, d'autant plus que ce sujet est un sujet européen. Et je pense que les enjeux sont aussi de la solidarité européenne sur ces questions-là. Donc vous privilégiez la solution européenne. Alors pour faire bouger certains comportements, notamment en termes de transport, pourquoi ne pas taxer les jets et les yachts privés ? Parce que je pense que là aussi, c'est du symbole. Je pense qu'on n'est pas là pour légiférer sur le symbole, ce qui ferait plaisir et qu'enverrait un coup de show-off sur des mesures. Je pense que ce qui importe, c'est d'avoir des mesures de fond. Et comme l'a dit, je pense, cette fois-ci avec justesse le ministre, c'est que ça coûterait beaucoup plus cher, parce que il faut recourir ces impôts-là. C'est pas simplement une loi et des dispositions. Derrière, c'est de l'application, c'est des fonctionnaires, c'est des moyens. Et je pense qu'on a d'autres mesures beaucoup plus intéressantes à mettre en place, notamment des mesures de sobriété et des mesures qui vont favoriser le recours au transport public, et comme c'est le cas notamment avec la baisse de la TVA, qui est une bonne mesure. Dernière question là-dessus. Et justement, cette baisse de la TVA sur le transport en commun, ça va faire du bien aux usagers et aux collectivités qui pilotent ces transports ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est une bonne mesure. C'est une mesure qui va dans le sens de la massification des transports et des déplacements, qui est un axe fort en faveur de la sobriété pour effectivement limiter les rejets de CO2. Maintenant, il faudra vérifier que ça profite bien aux usagers. Se baisse de TVA, et là c'est le rôle de contrôle que nous mènerons au Sénat, et je pense que Philippe Tabarot y sera particulièrement attentif. Un dernier mot sur les finances des collectivités, puisque il y a une ligne rouge pour les maires, c'est l'encadrement de leurs dépenses. Ça a été réintroduit via le 49.3. Alors Christophe Béchu sur ce plateau disait qu'il était ouvert à un dialogue avec le Sénat. Est-ce qu'un compromis vous semble possible sur cette question de l'encadrement des dépenses ? Écoutez, oui, je pense que c'est les fameux contrats de Cahors. Aujourd'hui, ce qu'on reproche... C'était une erreur pour vous, ces contrats de Cahors ?
Oui, c'est une erreur dans la méthode dans laquelle ça a été mis en place, c'est-à-dire de mettre une contrainte. Je pense qu'on peut négocier avec les collectivités locales. Les élus, je vous le disais, sont tous responsables. Ils savent qu'ils doivent mener des budgets en équilibre et qu'il faut faire des économies pour pouvoir investir et que l'investissement, c'est l'avenir. Donc je pense que cette logique-là, les élus locaux l'ont chevillée au corps. Donc après, on peut négocier et on peut discuter. Mais c'est jamais bon d'avoir un bâton et une carotte. Et je pense que le retour des contrats de Cahors 2, c'était du même acabit, voire pire, parce que les sanctions étaient encore plus sévères. Aujourd'hui, le gouvernement l'a entendu. Et Christophe Béchu a ouvert des portes, laissant place à une négociation possible. On attend de voir. C'est quoi le bon compromis pour vous? C'est oui, les collectivités doivent faire des efforts, mais pas de coercition de la part du gouvernement? Je pense que c'est pas de coercition et c'est vraiment une négociation qui doit avoir lieu. Et en tout cas, c'est un dispositif qui doit être négocié avec les élus et avec les associations représentant des élus qui ont un poids réel aujourd'hui. Et qui c'est une ligne rouge dans le vote du budget pour vous? Tout à fait. Merci Alex. Merci Oriane. À tout à l'heure. On parlera du débat des Républicains. Et ce sera évidemment dans le club dans quelques instants. On va aller au Havre retrouver Célia Karadec, journaliste à Tendance Ouest. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous Célia. Et on va parler d'un autre sujet avec vous puisque c'est aujourd'hui le lancement de la campagne des Restos du Cœur et vous avez suivi les préparatifs. Oui, bonjour à toutes les deux. Effectivement, je me suis rendue dans un centre situé dans le quartier du Rond-Point que vous connaissez, Agnès Canaillé, quartier populaire. On est à 2 pas de la gare du Havre et des universités. Et la distribution débutait dès hier dans ce centre. J'ai été accueillie par Madeleine Bunel, la responsable depuis 6 ans, qui encadre environ 70 bénévoles. Alors ce centre, il a aidé 2000 personnes l'année dernière pendant l'hiver, à peu près autant cet été. Et autant vous dire qu'il s'attend à avoir plus de monde cette année encore. Pas besoin même de poser la question, on l'évoque tout de suite au micro quand on est responsable de ce centre là-bas. Madeleine, la responsable, elle me dit qu'elle accueille plus de retraités, plus de ce qu'elle appelle les petits salariés. C'est des profils qu'elle voit de plus en plus ces dernières années et notamment pour ces inscriptions cette année, ce sont donc des travailleurs pauvres qui ont des petits contrats, des petites missions d'intérim à la journée parfois. Et j'ai effectivement pu le constater dans les témoignages recueillis, notamment celui de Stéphane, coiffeur de 55 ans qui peine à retrouver un emploi. Il n'aurait jamais pensé pousser la porte des restos et c'est une conseillère sociale de son quartier qui l'a orienté vers l'association, lui qui venait initialement chercher des conseils pour des factures impayées. Alors la responsable est plutôt inquiète évidemment quand elle entend les responsables de la grande distribution évoquer une inflation à 2 chiffres pour l'année prochaine. En 2023, ça ne fait pas sourire, dit-elle. Agnès Canaillé, tout simplement une question, est-ce que le gouvernement, d'un côté, et les employeurs en font assez pour aider ces petits travailleurs, ces petits salariés, comme elle le dit, et notamment peut-être les jeunes que vous connaissez bien puisque vous êtes présidente de la mission locale du Havre? Oui, bonjour Célia, et merci. Alors effectivement, il y a des vraies inquiétudes aujourd'hui sur cet enjeu du pouvoir d'achat, notamment chez les travailleurs faibles salaires, les étudiants aussi qui sont en difficulté. En ce qui concerne les jeunes, effectivement, la mission locale, dans les missions locales, on a des dispositifs aujourd'hui d'accompagnement qui sont le contrat d'engagement jeune, qui permet à la fois d'aider financièrement, mais aussi d'accompagner. Moi, je crois beaucoup dans les formules gagnant-gagnant, donnant. Si les jeunes s'investissent, et il y a de l'emploi aujourd'hui, il suffit d'être sur les bons métiers, les bonnes formations et d'avoir la volonté d'accéder à ces emplois-là. Et c'est comme ça qu'on arrivera à redonner de la capacité et de redonner du pouvoir d'achat. En ce qui concerne les Restos du Cœur et la distribution alimentaire, ils sont nécessaires. Moi, je voudrais au passage saluer quand même l'ensemble des bénévoles parce qu'il faut savoir que toutes ces associations-là, elles fonctionnent grâce à des hommes et des femmes qui donnent de leur temps, que ce soit pour collecter des aliments, mais pour redistribuer tous les jours, durant les campagnes d'hiver. C'est vrai aussi pour la banque alimentaire, c'est vrai pour l'ensemble des associations qui font du soutien alimentaire. Et aujourd'hui, elles vont être d'autant plus utiles. C'est pour ça qu'il faut aussi favoriser la transmission des invendus pour les Restos du Cœur, favoriser la donation des citoyens pour permettre qu'ils aient aujourd'hui les réserves, parce que c'est aussi une de leurs fortes inquiétudes, parce qu'ils vont être aussi soumis à des coûts supplémentaires pour pouvoir assurer les dons auprès de tous ceux qui en ont besoin. Et le gouvernement en fait assez? C'était aussi la question de Célia. Est-ce que les mesures ciblées, c'est une bonne chose, c'est la bonne méthode?
Les mesures ciblées, c'est une bonne chose. Je rappelle aussi qu'il y a les fameuses primes pouvoir d'achat qui peuvent être augmentées jusqu'à 6 000 €. Donc là, ça dépend aussi de la bonne volonté des employeurs. Parce qu'elles sont soumises quand même à certains avantages fiscaux. Donc il faut que les employeurs aussi mettent la main à la pâte. Ça ne peut pas être que du point de vue du gouvernement. Le gouvernement incite. Le gouvernement met en place des aides, notamment à tout ce qui concerne la sobriété énergétique, le coût de l'énergie, des aides aussi pour rénover les appartements, parce qu'il faut prendre aussi le problème au long terme. Mais je pense que c'est un enjeu collectif et c'est un enjeu de société. Merci Agnès Canayer. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. On remercie Célia Karadec, évidemment, qui était chez vous au Havre. Merci Célia d'avoir été avec nous. Dans 20 minutes, dans le Club des Territoires, on va parler du débat entre les 3 candidats à la présidence des LR. Les lignes se sont affirmées hier soir. Y a-t-il un vainqueur? On verra ça dans 20 minutes. Merci Agnès Canayer d'avoir été avec nous. Et c'est Christian Estrosi qui va nous rejoindre à votre place. C'est parfait. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.